Eh bien, bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour la correction de ce TD4 qui comporte sur les moments cinétiques et les mouvements de rotation. Passons tout de suite à la question 1. Une roue tourne dans le plan XY dans le sens de la flèche avec une vitesse angulaire oméga constante. On peut affirmer que l'accélération angulaire de la roue est non nulle. Alors pour ceci, on voit que oméga est constante. Donc son accélération angulaire alpha qui est égale à la dérivée de oméga par rapport au temps. La dérivée d'une constante, on voit très bien que ça fait 0. Donc la question A est fausse. Ensuite, le vecteur oméga de la roue est dirigé suivant moins x. On voit le... Ensuite, le vecteur oméga de la roue est dirigé suivant moins x. L'énoncé nous dit que oméga tourne selon la flèche qui est dirigée selon z. Si on fait une règle du tire-bouchon, on place notre pouce selon z, et on voit que cela tourne selon oméga. Donc oméga, cette fois-ci, le vecteur tourne est selon z. Et c'est z positif. Donc la réponse B est fausse. Ensuite, le moment cinétique de la roue L pointe suivant Z. Donc pour ceci, nous utilisons la formule du moment cinétique qui dit que L est égal au moment d'inertie fois la vitesse angulaire oméga. Et donc la direction du moment cinétique, L, est selon la direction de la vitesse angulaire oméga. Et vu qu'on a prouvé avant que oméga était selon plus Z, alors L est selon plus Z également. Donc la C est vraie. Maintenant la D, on vient de le prouver que c'était selon Z, donc L n'est pas dirigée selon X, donc c'est faux. Et la vitesse d'un point donné du pneu VT est constante. Alors pour ceci, VT est égal à oméga fois R. Et vu que oméga est constante, R est constante, alors VT est constante. Mais plus précisément, il s'agit seulement de la norme de VT qui est constante. Parce que le vecteur de la vitesse tangentielle sera comme ceci, mais quand ça tourne, il sera comme ceci. Donc le vecteur en tant que tel bouge tout le temps. Donc il n'est pas constant, mais sa norme est constante. Donc faire attention à ceci. Donc la E, au final, est fausse. Pour la question 2, alors deux barres de masse négligeables. Donc ceci est très important. Négligeables, donc ils n'ont pas d'inertie, puisque l'inertie dépend de la masse. Et d'une longueur L égale 1 mètre, tournent dans un plan horizontal autour d'un axe qui sort de la feuille. Sur la barre A, on fixe une masse M de 1 kg à D égale 0,3 m de l'axe. Tandis que sur la barre B, on fixe la même masse M à la distance de 0,6 m. On applique une force F de norme 0,9 à l'extrémité de chaque barre et perpendiculaire à ces dernières. IA et IB sont des moments d'inertie respectivement des barres A et B. Alpha A et alpha B sont les accélérations angulaires des barres A et B. On peut affirmer que le moment de force appliqué sur chaque barre par rapport à l'axe vaut 0,9 Nm. Alors, pour ceci, on utilise la formule d'un moment de force qui dit que tau égale à R, une distance vectorielle avec la force. Ici, notre distance vaut 1 mètre. Fois la force qui vaut 0,9 fois le sinus de l'angle θ qu'il y a entre les deux. Notre θ ici
est ici. Donc entre la distance, comme ceci, distance est là, la force est ici, notre angle θ est ici. Nous voyons bien que θ fait pi sur 2, et sinus de pi sur 2, ça vaut 1. Donc ici, nous avons seulement 0,9 Newton-mètre. Donc la A est vraie. Il faut faire attention que la masse m crée aussi un moment de force, mais il n'est pas selon l'axe, en fait, puisque la distance est ici, mais le poids, étant donné que c'est une vue du dessus, le poids rentre dans la feuille du poids m. Et donc, si nous faisons la règle de la main droite, distance et le poids, en fait, ça crée un moment de force, comme ceci. Et donc, il n'est pas selon l'axe, donc c'est pas ce qu'il nous demande. Donc, c'est pour ça que la A est vraie. Passons à la B. Donc, IB est égal à 4 fois IA. La formule de l'inertie est égale à M fois R au carré. C'est la formule d'une masse ponctuelle, donc le moment d'inertie d'une masse ponctuelle. Donc, ici, nous avons M que l'on connaît de 1 kg fois la distance. Donc, pour IA, ça fait 1 kg fois 0,3 au carré. Pour IB, c'est la même formule. Et on obtient 1 kg fois 0,6 au carré. Les résultats sont pour IA, nous obtenons 0,09 kg mètre carré. Et pour IB, nous obtenons 0,36 kg mètre carré. Et donc, si nous faisons un rapport IB sur IA, nous obtenons 0,36 sur 0,09. Et ceci, on obtient 4. Donc, la réponse B est vraie. Pour la C, alpha A, donc alpha, selon la formule, est égal à le moment de force, divisé par l'inertie, le moment d'inertie. Et donc avec ceci, pour alpha A, nous obtenons 0,9, que nous avons trouvé dans la première question, divisé par 0,09, que nous avons trouvé dans la deuxième question. Et pour alpha B, nous obtenons 0,9 divisé par 0,36. Ce qui fait 2,5. Ce sont des rads par seconde au carré. Et ici, nous obtenons 10 rads par seconde au carré. Donc la question C est vraie et la question D est fausse. Ensuite, question 3. Looping en avion. La masse d'un pilote d'avion avec son équipement est de 80 kg. Elle réalise un looping vertical de rayon 1 km à la vitesse constante de 100 mètres par seconde. On prendra G égale 10 mètres par seconde carré. On peut affirmer que la force exercée par l'avion sur la pilote au sommet du looping est nulle. Donc, faisons un schéma. L'avion arrive comme ceci, fait un cercle
verticale, comme ceci, de rayon R égale 1 km. Nous utilisons la deuxième loi de Newton, qui dit que somme des forces égale ma. Ici, notre accélération, c'est l'accélération centripète, qui vaut v carré sur r. Nous avons quoi comme force? Nous avons, au sommet du looping, nous avons la force de pesanteur, P, et nous avons également la force normale de l'avion sur le pilote, qui est dirigée comme ceci, puisque l'avion est comme ça, et donc crée une force normale sur le pilote. Donc, pour la somme des forces, nous avons P plus N, qui sont dans le même sens, est égal à la masse, qui est ici de 80 kg, fois l'accélération centripète. Le poids, c'est la masse fois la gravité. La force normale, c'est ce que l'on cherche, est égale à la masse fois l'accélération centripète. Or, l'accélération centripète est toujours dirigée vers le centre du, cercle. Donc, cette accélération au sommet du looping est également vers le bas. Donc, tous sont de même signe. Donc, il n'y a pas besoin de faire un repère. Nous avons tous le même signe positif ou tous négatifs. Si nous isolons n maintenant, nous avons donc m facteur de l'accélération centripète moins de la gravitation. Ceci est égal à m fois v carré, la vitesse qui est de 100 mètres par seconde, au carré, divisé par le rayon de 1 km, donc 1000 mètres, moins la gravitation qui vaut 10. C'est équivaut à la masse fois 10 000 divisé par 1000 moins 10. Et ceci, ça fait 0. Ça fait donc 10 moins 10, ce qui fait 0. Donc la force exercée par l'avion sur la pilote au sommet du looping est nulle. Cela vaut en effet 0 Newton. Donc c'est vrai. B, sa masse au sommet du looping vaut 0 kg. Une masse caractérise la quantité de matière qui constitue un objet et donc ne dépend pas du tout de la force ou du système exploité ou des circonstances acquises. Donc ceci est absolument faux. Sa masse au bas du looping vaut 1600 newtons. Ceci est faux puisque une masse s'exprime en kilogrammes et nous savons depuis l'énoncé que sa masse totale est de 80 kg et donc cela ne va pas changer. Donc la C est également fausse. La D, la force exercée par l'avion sur la pilote au bas du looping est de 1600 newtons. Alors pour ceci, nous faisons le même schéma. Le même looping. Et donc au bas du looping, nous avons la force de pesanteur vers le bas. La force normale de l'avion vers le haut cette fois. Et l'accélération centripète vers le haut également. Donc, nous faisons de nouveau une somme des forces égale ma. Et donc, pour ceci, nous avons n moins p, puisque cette fois, ils sont dans des sens différents. Donc, si nous plaçons un repère orthonormé, x comme ceci, y comme ceci, donc nous avons plus n moins p est égal à la masse fois l'accélération centripète qui est positive.
Donc, si nous isolons n, c'est donc masse fois l'accélération centripète plus m fois g, ce qui fait m fois v carré sur r plus g, qui est égal à 80 kg fois 100 mètres par seconde au carré sur 1000 plus 10. Donc ceci, ça fait 10 plus 10, ça fait 20. Et donc nous obtenons bien 1600, donc 20 fois 80, 1600 newtons. Donc la réponse D est bien vraie. Ensuite, question 4. Une toupie tourne avec une vitesse angulaire oméga autour d'un axe oblique. On peut affirmer que le schéma qui décrit correctement le moment cinétique L, le moment de force tau, produit par le poids mg, par rapport à la pointe de la toupie et la vitesse angulaire de précession oméga est. Alors, pour ceci, nous savons que L est égal à I oméga, juste ici en dessous. Et donc, la direction et le sens de L suivra toujours la direction et le sens de oméga. Donc, L est situé dans la même direction et le même sens que oméga, ce qui nous supprime les schémas E et le schéma A. Ensuite, pour le moment de force tau, tau qui est égal à la distance fois la force, en vectoriel. La distance ici par rapport à la pointe, par rapport à un angle droit, nous avons cette distance-là. Donc ça, c'est le bras de levier qui est jusqu'à la force ici. Donc ce bras de levier ici, dans cette direction-là, la force mg vers le bas. Faisons une règle de la main droite. Donc sur le pouce, nous avons la distance. Sur l'index, nous avons mg. Et nous voyons qu'avec le majeur, tau rentre dans la feuille. Tau rentre dans la feuille. Donc le schéma B est faux. Et ensuite, pour grand oméga, la vitesse angulaire de précession, nous voyons que si tau rentre dans la feuille, ceci va faire tourner la toupie selon z. Si z est ici, la toupie va tourner comme ceci. Puisque elle va pousser, je ne sais pas comment vous expliquer, le tau rentre dans la feuille, donc elle va pousser la toupie. Et donc la toupie va rentrer dans la feuille également et donc tourner autour de l'axe Z. Et donc oméga, la vitesse angulaire de précession, va tourner selon Z. Oméga tourne selon Z. Et donc, elle va être, selon la règle du tire-bouchon, hop, elle va être vers le haut. Et donc, c'est le schéma D qui est le bon. Oméga est comme ceci, selon Z. Question 5. Chaque année, une course de caisse à savon se déroule sur la commune de Corzier à Genève. Timothée pilote une caisse à savon d'une masse totale de 70 kg et descend du haut d'un plan incliné avec un angle de 20 degrés par rapport à l'horizontale. On néglige les frottements entre les roues et la route ainsi que ceux de l'air et on prend G égale 10 mètres par seconde au carré. Sachant que la hauteur du plan incliné est de 40 mètres, quel est le travail total reçu par la caisse à savon? Alors dessinons la situation. Nous avons un plan incliné comme ceci, avec un angle de 20 degrés par rapport à l'horizontale. Et la hauteur totale est de 40 mètres. Voici la caisse à savon qui est juste en haut et qui s'apprête à descendre. Alors, pour
trouver le travail, nous utilisons la formule qui dit que le travail W est égal à la force scalaire avec la distance, AB. Ici, les forces sont P qui est le poids et N qui est la force normale du plan incliné sur la caisse à savon. Or, nous voyons que la distance se fait comme ceci, selon l'axe du plan incliné, et donc la force normale est parfaitement perpendiculaire à cette distance DAB. Donc N est perpendiculaire à DAB. Donc, le produit scalaire entre les deux, N fois DAB, est égal à 0. Il nous reste donc plus que P, qui vaut mg, cette force, fois DAB en scalaire. Alors, pour trouver DAB, un peu de trigonométrie. Sinus de notre angle de 20 degrés est égal à opposé, donc 40 mètres, sur l'hypoténuse, qui est notre DAB. Donc, DAB égale à 40 sur le sinus de 20 degrés. Donc, continuons. M fois G fois DAB fois le cosinus de θ. Et θ, c'est donc cet angle-là qui vaut pi sur 2 moins 20 degrés. Et donc, si nous mettons ça dans la calculatrice, nous obtenons M qui vaut 70 fois G qui vaut 10 fois DAB qui vaut 40 sur sinus de 20 fois cosinus de pi sur 2 moins 20 degrés. Or, cosinus de pi sur 2 moins un angle, ça vaut sinus de cet angle. Donc, sinus de 20 degrés peut s'annuler avec cosinus de pi sur 2 moins 20 degrés. Puisque cosinus de pi sur 2 moins 20 degrés équivaut à sinus de 20 degrés. Donc on a sinus de 20 degrés sur sinus de 20 degrés. Et donc nous obtenons ici 28 000 joules. Et donc la réponse D était la bonne. Question 6. Un groupe de 5 amis part en vacances. Malheureusement, personne n'a pensé à faire le plein d'essence. Et la voiture tombe en panne. La prochaine station essence est tout droit, à une distance de 500 mètres, sur une route plate. On considère les frottements négligeables. Les 4 passagers décident de pousser la voiture. La personne A pousse parallèlement au sens de déplacement S, avec une force constante, FA 250 N. La personne B pousse avec une force constante Fb de 275 N, avec un angle alpha de 30 degrés.
par rapport à S. La personne C pousse avec une force constante Fc de 200 newtons, avec un angle β de 25 degrés par rapport à S. Pour finir, la personne D pousse avec une force constante Fd égale à 75 newtons, avec un angle delta 65 degrés par rapport à Fc. Voir dessin au-dessus, on peut affirmer que. Donc pour chacune de ces questions, on nous demande le travail de la personne A, de la personne B, de la personne C, de la personne D. Donc il suffit, avec cette formule ici, du travail qui est égal à F scalaire avec la distance, il suffit de calculer les 4 travaux fournis. Donc le travail fourni par A est égal à FA scalaire avec SA est égal à FA fois S fois cosinus de l'angle θ qu'il y a entre les deux. Or, cet angle θ ici est égal à 0 puisque FA est parfaitement aligné avec S, c'est parallèle. Donc, ici, cos de θ avec θ égale 0, cos de θ égale 1. Donc, oméga A égale FA fois la distance, qui vaut donc 250 newtons fois 500 mètres, qui est égal à 125 000 joules. Le travail de B, on applique la même formule. FB scalaire avec S, qui est égal du coup à FB fois S fois le cosinus de l'angle entre les deux, qui est ici, on le voit, alpha. Donc FB qui vaut 275 newtons fois la distance, 500 mètres, fois cosinus de alpha qui vaut 30 degrés. Et nous obtenons 119 078 joules. Pour le travail de C, on continue la même formule, Fc fois scalaire avec la distance, qui est égal du coup à Fc fois la distance fois le cosinus ici entre la distance qui est selon S comme ceci et Fc, il y a donc cet angle-ci qui vaut β égale 25 degrés. Nous obtenons donc 200 fois 500 fois cosinus de 25 degrés. Et nous obtenons 90 630 joules. Finalement, le travail D est égal à FD fois la distance qui est égale à FD fois la distance fois le cosinus de l'angle delta plus bêta. Or, delta plus bêta, 65 plus 25 égale 90. Et donc cosinus de 90 est égal à 0. Donc le travail effectué par D est égal à 0. Et nous le voyons intuitivement puisqu'il est parfaitement perpendiculaire à S, donc il ne fournira aucun travail selon le déplacement S.
Maintenant, pour le QCM, maintenant la A, le travail de la personne A jusqu'à la station essence vaut WA égale 125 000 joules. Ça, c'est vrai. On l'a vu juste avant. Alors, la personne B fournit un travail plus grand que la personne A. Or, on a trouvé que WA est égal à 125 000 et WB est égal à 119 000, quelque chose. Donc, oméga B est inférieur à oméga A. Donc, la réponse B est fausse. La personne C fournit un travail plus petit que la personne B. Le travail de C est égal à 90 000 joules. Donc, la personne C fournit un travail plus petit que la personne B. En effet, c'est vrai. La personne D fournit un travail nul. On a bien trouvé et prouvé juste avant que c'était vrai. Question 7. Une cavalière se balade avec son cheval à une vitesse de 7 km/h sur une route de campagne qui est à plat. Soudainement, un coup de feu retentit, le cheval prend peur et part au galop en fournissant un travail total de 5000 joules. Sachant que le cheval et la cavalière ont une masse totale de 500 kg, quelle est sa vitesse après avoir eu peur? On néglige les frottements dynamiques entre les sabots et la route ainsi que ceux de l'air. Alors on utilise le théorème de l'énergie cinétique qui dit que le travail est égal à la différence d'énergie cinétique. Donc c'est énergie cinétique finale moins énergie cinétique initiale. L'énergie cinétique, pour rappel, est égale à 1 demi de la masse fois la vitesse au carré. Il faut bien faire attention à ce que la vitesse soit en mètres par seconde. Donc ici, pour transformer des kilomètres-heure en mètres par seconde, il faut diviser la vitesse en kilomètres-heure par 3,6. Donc, reprenons la formule du travail. C'est égal à 1 demi de la masse fois la vitesse finale au carré, moins 1 demi de la masse fois la vitesse initiale au carré. Nous pouvons isoler la vitesse finale que nous cherchons. La vitesse finale au carré est égale au travail plus 1 demi de la masse fois la vitesse initiale au carré. Le tout multiplié par 2 et divisé par la masse. C'est ce 1 demi m qui était à gauche qui est passé ici pour multiplier tout ce terme. Donc maintenant, nous pouvons isoler VF qui est égal du coup à la racine de tout ceci. Racine de 5000 plus m qui vaut 500 kg sur 2 fois la vitesse initiale au carré. Donc là, ça fait 7 divisé par 3,6, le tout au carré, et le tout multiplié par 2 sur 500. Et ceci nous donne 4,9 mètres par seconde que l'on multiplie par 3,6 pour obtenir 17,6 km par heure. Donc, c'était la réponse B. Question 8, cylindre en rotation. On considère un cylindre en acier d'une masse de 20 kg ayant un diamètre de 4 cm qui tourne autour de son axe de symétrie à 50 tours par minute.
De plus, le système se déplace à une vitesse de 7 mètres par seconde. Quelles affirmations sont vraies? Si on double la vitesse de déplacement du système, l'énergie cinétique de rotation doublera. Donc, pour ceci, l'énergie cinétique de rotation est égale à 1 demi fois le moment cinétique fois la vitesse de rotation au carré. Et on voit très bien que c'est indépendant de Vt, qui est la vitesse de translation, vitesse de déplacement du système. Donc, la A est fausse. Pour l'arb, l'énergie cinétique totale vaut 35,19 joules. Donc, pour ceci, il faut calculer. L'énergie cinétique de rotation, c'est donc 1 demi fois le moment cinétique, qui vaut 1 demi mr carré, qui est égal à 1 demi fois 20 kg fois le rayon 4 cm, 4 fois 10 moins 2 au carré, et oméga, qui est égal du coup à 50 tours par minute, qui est égal à 50 fois 2π divisé par 60 rad par seconde. Bien faire attention aux unités. Et donc, on remplace ici 1 demi fois 20 fois, attention ici c'est 2, pardon, j'ai fait une erreur. En fait, 4 cm c'est le diamètre, donc le rayon vaut 2 cm. Donc 2 fois 10 moins 2 au carré, fois oméga qui vaut 50 fois 2π divisé par 60. Et ceci est égal à 0,06 joules. Maintenant, l'énergie cinétique de translation qui vaut 1 demi fois la masse fois la vitesse au carré. On a 1 demi fois 20 fois la vitesse de 7 mètres par seconde au carré. Et ceci fait 490 joules. Donc, l'énergie cinétique totale est égale à l'énergie cinétique de rotation plus l'énergie cinétique de translation. Et nous obtenons donc 490,06 joules. Donc, cette réponse B est fausse. Ensuite, là, C, si le cylindre tourne 3 fois moins vite autour de son axe de rotation, l'énergie cinétique de translation sera divisée par 9. Alors, l'énergie cinétique de translation égale à 1 demi mv carré, et donc indépendant de oméga, la vitesse de rotation. Donc, la C est fausse. Et dès lorsque l'on double la masse du cylindre, l'énergie cinétique de translation et de rotation doubleront. Donc l'énergie cinétique de translation qui est égale à 1 demi mv carré. Donc si m' est égal à 2 fois m, alors
dans l'énergie cinétique de translation qui est égale à 1 demi de m' fois v carré, qui est égal donc à 2 fois 1 demi de mv carré, qui est égal à 2 fois l'énergie cinétique de translation initiale. Donc ça, c'est l'énergie cinétique de translation prime, donc la deuxième, lorsqu'on augmente la masse. Maintenant, l'énergie cinétique de rotation est égale à 1 demi fois le moment cinétique fois la vitesse de rotation au carré, qui est égal donc à 1 demi fois 1 demi fois m fois r au carré. Et donc, l'énergie cinétique de rotation prime est égale à 1 demi fois 1 demi m' r au carré, qui est égal à 2 fois 1 demi fois 1 demi m r carré, qui est égal à 2 fois l'énergie cinétique de rotation initiale. Donc la D est bien vraie. Maintenant, la précession, donc nous avions eu un aperçu avant avec la toupie. Un moment de force perpendiculaire à l'axe de rotation fait tourner l'axe au lieu de faire pencher la roue. Quand la roue précesse, Tau tourne avec donc le phénomène continu. Pendant un temps court d'été, on a ces formules-ci. Donc le end-spinner ou la toupie revient au même, et donc on voit que ça nous fait tourner l'axe au lieu de faire tourner la roue ou la toupie ou n'importe quoi. Donc ça, c'est relativement intuitif. Surtout l'exemple de la toupie qu'on a vu précédemment, cela nous explique bien. Maintenant, l'approfondissement, donc c'est vraiment si vous avez le temps, ce n'est pas forcément, c'est utile, mais ce n'est pas forcément obligatoire. C'est si vous avez le temps. Imaginons une toupie en rotation et supposons qu'on dépose une bille trempée dans l'encre sur elle. Nous avons esquissé différents motifs possibles de la trace d'encre sur la toupie et sur la table. La toupie a été tournée pour que la trace de la bille sur la toupie et sur la table forme un seul trait. Sachant que la toupie tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, répondez aux questions suivantes. Pour cette situation, il faut imaginer que notre toupie qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre est comme ça. Donc on dépose une bille initialement ici. Nous savons que vu que ça tourne, la bille va vouloir aller vers l'extérieur du cercle et vouloir en sortir. Maintenant, vu que ça tourne, la bille va être là, puis au lieu d'être ici, elle sera un peu ici, puisque le disque aura tourné. Donc la trace, il faut calculer le déplacement qu'il y aura eu. Donc une demi-seconde après, ça aura tourné comme ça. Donc ce sera bien sur la trace droite. Une demi-seconde après, encore comme ça. Et donc voilà à peu près la trace. Et une fois que ça sort de la bille, une fois que ça sort de la toupie n'a plus aucune influence sur la bille et donc elle va continuer tout droit comme ça. Et donc une trajectoire en courbe puis un déplacement perpendiculaire, c'est donc la réponse C qui est là. Je vous laisse imaginer et essayer d'interpréter comment la situation peut acter comme ça. Finalement, question 10, approfondissement compact 10 dans la Station spatiale internationale. On s'intéresse à la vidéo vue dans les cours sur les rotations qui montre le comportement d'un lecteur CD en apesanteur lorsqu'il est en marche ou non. On considère un CD de masse M 33 grammes et de rayon 6 cm. Lorsque le lecteur est en marche, il tourne à 500 tours par minute. Calculez le moment d'inertie du disque. Pour ceci, il faut juste appliquer la formule I égale 1 demi fois M fois R au carré.
Et nous trouvons la solution. B. Calculer et dessiner le vecteur moment cinétique dans le cas où le CD est en rotation ou non. De nouveau, il suffit d'appliquer la formule L égale I oméga fois oméga. Or, donc, s'il n'est pas en rotation, oméga égale 0. Donc, L égale 0. Et s'il est en rotation, alors L est dans le sens de oméga. Donc, si le disque, vu de derrière, tourne comme ceci, alors oméga est comme ceci. Et donc, L est également dans la même direction et le même sens. Dans le cas du disque à l'arrêt, le moment de force appliqué sur le côté du disque a pour effet de faire pivoter sur lui-même. Utilisez la seconde loi de Newton et calculez la vitesse de rotation du disque après que le moment de force soit appliqué. On donne le moment d'inertie d'un disque de rotation autour de ce diamètre. Supposons qu'on a poussé le disque à 6 cm du centre avec une force de 0,05 Newton. La durée du choc était de 0,01 seconde. Alors pour ceci, on peut utiliser tau est égal à I oméga fois la dérivée de oméga sur le temps. Étant donné que c'est un choc très très court, on peut utiliser non pas une dérivée, mais donc une différence temporaire. Donc delta oméga sur delta t. Delta t, c'est 0,01 seconde. Et pour la d, dans le cas du disque en marche, calculer la variation du moment cinétique. La même force qu'à la question C est appliquée. Pourquoi est-il stable par rapport au disque à l'arrêt après l'application de la force? Montrer pourquoi il entre dans un mouvement de précession et estimer la vitesse de précession. Alors pour celle-ci, il faut utiliser cette formule qui est une très bonne estimation. Et donc celle-ci nous permet de calculer la précession. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc le TD4 se finit comme ceci. J'espère que vous avez tout compris, que tout s'est bien passé sur les moments cinétiques et les mouvements de rotation. Et voilà, merci et à bientôt.